Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 16 avril 2022. Bonne rupture à toutes et à tous. Sortie médiatique ce matin du président du mouvement Dynamique Citoyenne, Anas Jebrila. Vous le savez, il avait été arrêté il y a un an de cela et mis en détention préventive à la prison de haute sécurité de Koutoukale pour 4 infractions. Le 1er avril dernier, un juge l'a relaxé pour les 2 premières infractions et l'a condamné à la juste période passée en prison avec un sursis de 6 mois pour les 2 autres infractions. Eh bien, Anas Jebrila est donc sorti devant la presse pour rappeler les conditions de sa détention, de son arrestation déjà, de sa détention ensuite, mais aussi et surtout réaffirmer sa détermination pour continuer le combat pour lequel il avait été arrêté. Je vous propose de le suivre en extrait avant de le retrouver dans l'intégralité de cette sortie médiatique qu'il a animée ce matin dans notre édition de demain. Je me pose la question que moi, en tant qu'ancien dirigeant des lycéens et collégiens de la communauté urbaine de Niamey, ancien secrétaire général des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey, ancien secrétaire général du comité directeur de l'ISN. Si moi je suis dangereux, j'aurais pu quand même exprimer et montrer ma dangerosité quand j'étais SG de la section lycée et collège, où j'ai dirigé tous les lycées et collèges d'une capitale. Si j'étais dangereux, cette dangerosité allait s'exprimer quand j'ai dirigé les étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, au-delà, quand j'ai dirigé les scolaires nigériens. Ceci étant, une telle extrapolation n'est que l'œuvre de quelques commis qui pensent se servir de l'appareil étatique pour régler des comptes aux opinions dissidentes. Heureusement, notre justice n'est pas tombée dans le piège. Je reste le même après 1 an d'emprisonnement et j'imagine que vouloir regretter d'être emprisonné pour des opinions ou pour la défense des intérêts d'ordre national, ce serait remettre en cause son existence personnelle, ce serait manquer du respect à la nation et je ne m'inscrirai pas dans cette logique. J'encourage l'ensemble des Nigériens à accepter le sacrifice pour la cause nationale. C'est la seule chose qui vaille pour un être humain digne de son nom. Et j'ai conclu pour réitérer mon engagement inébranlable et ma conviction pour me battre sans faille et sans relâche pour la défense de la souveraineté nationale, pour la défense des lois et règlements de la République, des droits humains, la justice et de l'état de droit. Voilà, Anas Jibril que vous allez donc retrouver en intégralité dans notre édition de demain, 19h45. Il faut peut-être rappeler les infractions pour lesquelles Anas avait été donc arrêté l'année dernière et mis en détention préventive à la prison de haute sécurité de Koutoukale. Il s'agit donc de la formation d'un complot en vue de dresser les citoyens les uns contre les autres, proposition non agréée de commettre un attentat, production et diffusion de données de nature à troubler l'ordre public et enfin provocation à un attroupement non armé. Le juge donc l'a relaxé pour les 2 premières infractions et a décidé de le condamner à la juste période passée en prison avec 6 mois plutôt de sursis pour les 2 autres. Rendez-vous donc demain soir pour suivre l'intégralité de cette sortie médiatique de Anas Jibrila. Dans le souci de légaliser l'installation des bases militaires étrangères au Niger, le processus est enclenché. Un projet de loi est dans ce sens introduit au niveau du Parlement. Il vise à modifier et compléter l'axe numéro 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre. Le texte sera donc soumis à l'appréciation des députés en vue de le voter. Saisie sur la question, la société civile nigérienne, elle aussi, interpelle les députés nationaux pour ne pas être complice de cette situation. Je propose de suivre à cet effet la réaction du coordinateur du mouvement Tournons la page Niger, M. Michael Zodi, interrogé ce matin par la rédaction de la télévision Labari. Hier et déjà, le ministre des Affaires étrangères, Hassim Massoudou, l'avait annoncé qu'ils vont engager la responsabilité du gouvernement par rapport à cette question de présence de forces étrangères sur notre territoire, qui a fait couler
beaucoup d'encre. Quelle ne fut notre surprise que le gouvernement envoie un texte pour modifier et compléter l'axe 1. L'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement. L'axe 1, c'est sur la sécurité et la quiétude sociale. Dans ce document, il veut ajouter 3 paragraphes pour dire que le gouvernement de la République du Niger peut nouer des alliances avec tout pays qu'il juge nécessaire et aussi autoriser la présence physique des soldats sur notre territoire, la présence physique militaire sur notre territoire. Donc, c'est un fourre-tout, sans limite. Au fait, c'est que les gens doivent comprendre. Quand on parle d'accord de défense, quand on parle des traités, c'est juste, nous voulons comprendre le contenu de ces traités-là. C'est-à-dire qu'ils envoient des paragraphes juste pour avoir l'accord, mais nous n'avons pas le contenu de ces traités-là. C'est-à-dire, rien ne sera débattu, c'est juste on donne le quitus au gouvernement de nouer des alliances. Donc, je pense bien qu'aujourd'hui, il est clair que les gens veulent nous imposer ces forces sur notre territoire. Et nous le savons que ces forces sont illégitimes. Illégitimes parce qu'elles vomissent par la population, vomies par le peuple du Sahel à cause de leur inefficacité après 9 ans de présence. Donc c'est clair, maintenant, comme l'opinion nationale et internationale est en train de crier pour dire que non, il faut une légalité, maintenant le gouvernement estime que bon, à travers ces textes de 3 paragraphes, ils peuvent effectivement faire passer ça à l'Assemblée. Je pense bien que nos députés nationaux doivent réfléchir et doivent comprendre qu'ils sont là-bas au nom du peuple. Et ils doivent demander des comptes au gouvernement pour savoir quels sont les contenus de ces accords-là. Comment ces accords-là se présentent? Comment est-ce qu'un gouvernement aussi responsable qui s'est dit dans un état de droit, dans une démocratie, puisse envoyer un fourre-tout à l'Assemblée et faire voter par nos députés qui ils estiment que l'Assemblée est devenue une caisse de résonance. Donc juste les gens vont lever les mains pour voter et faire passer ces lois-là, un fourre-tout sans limite. Donc je pense bien qu'aujourd'hui, nous, de notre côté, au niveau de la société, au niveau de notre organisation Tournons la page, nous sommes toujours battus par rapport à la présence des forces étrangères. Et nous le savons que ces forces sont inutiles sur notre territoire. Et nous continuons à croire qu'aujourd'hui, si les députés sont souciés du développement du Niger, si les députés sont souciés de la paix et de la sécurité sur notre territoire, ils ne doivent pas voter ces bouts de papier envoyés par le gouvernement qui s'articulent en 3 paragraphes. Ils doivent d'abord comprendre les enjeux et essayer d'expliquer au peuple pour que nous aussi, au niveau de l'opinion, nous puissions comprendre ce qui se passe réellement dans notre pays. Le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, a présidé ce matin la cérémonie officielle d'installation du Parlement des jeunes. La 6e législature de ce Parlement, c'était au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le compte rendu avec nos reporters Chebou Guisso et Boubacar Ibrahim. Ils sont au total 171 députés juniors, 88 filles et 83 garçons composant la 6e législature de la 7e République, dont la présente cérémonie consacre ainsi l'installation officielle. Placé sous la présidence de Seyni Oumarou, président de l'Assemblée nationale, cette cérémonie est marquée par les interventions de 2 responsables de la ville de Niamey qui n'ont pas manqué de souhaiter la bienvenue aux jeunes parlementaires. Après, c'était au tour du président du bureau en charge du Parlement des jeunes de saisir l'occasion pour retracer les objectifs visés à travers cette initiative. Les objectifs assignés étaient au départ si nobles. Il s'agit, pour les rappeler, de développer la culture démocratique auprès des jeunes, initier les jeunes à la procédure parlementaire, favoriser l'éveil des jeunes à la culture de la paix et de la tolérance, développer le sens de responsabilité sociale des jeunes, susciter la participation active des jeunes à la promotion de leurs droits et leurs devoirs, puis à la recherche des solutions à leurs problèmes. Encourager l'adoption et la mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'épanouissement des jeunes, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a tout d'abord salué le coup de maître du bureau dans la sélection de ces jeunes, tout en expliquant à quoi ça rime d'avoir un parlement des jeunes. À l'entame de ce propos, remercier cordialement les membres du réseau en charge de la jeunesse
pour tous les efforts déployés afin de sélectionner avec rigueur et impartialité les nouveaux membres de ce Parlement junior pour lequel nous nourrissons beaucoup d'espoir. Espoir d'en faire une vitrine pour notre jeunesse. Espoir d'en faire un incubateur pour les hautes vocations à la gestion future des affaires publiques. Espoir d'en faire un référentiel de bonnes pratiques pour tous les jeunes Nigériens. À cet égard, il revient donc aux responsables du réseau la charge de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'élaborer et d'exécuter avec efficacité un programme d'encadrement de ces députés juniors. Il a poursuivi son allocution en félicitant les jeunes pour avoir s'être démarqués dans les études et ainsi être sélectionnés comme étant députés juniors. Je voudrais d'abord, au nom de l'Assemblée nationale, vous féliciter avec la chaleur d'un père fier de ses enfants. Nous sommes fiers de vous. En effet, parce que pour être ici, vous avez dû passer entre les mailles étroites d'un tamis sélectif basé sur l'unique critère du mérite scolaire. Je voudrais le rappeler ici, c'est pour nous le seul critère qui vaille lorsqu'il s'agit de sélectionner des scolaires. Plus que par le passé, ce critère représente pour notre pays le symbole d'une école qui retrouve sa vocation à former les élites et les travailleurs compétents, susceptibles d'impulser ce développement économique et social auquel nous aspirons depuis toujours. Ainsi, il est à rappeler que dans les jours qui suivront cette installation, les députés juniors vont s'atteler à l'élection et l'installation des membres de leur bureau. Ils auront droit à une présentation de l'Assemblée nationale. Ils seront également outillés sur le principe de la démocratie. C'est donc par une photo de famille qu'a pris fin la cérémonie de l'installation officielle du Parlement des jeunes. Clôture hier de la 52e session du Conseil des ministres de l'OHADA. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. C'est une structure qui regroupe 17 États africains pour harmoniser donc les droits des affaires. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Je vous propose de suivre le résumé avec nos reporters Chebou Guisso et Ismaël Moumouni. Réunis à Niamey, les ministres en charge de la justice et ou celui des finances ont 2 jours durant échangé sur l'harmonisation des droits des affaires. En si peu de temps, ces participants à cette 52e session ministérielle de l'OHADA ont bâti un travail remarquable qui d'ailleurs n'a pas laissé indifférent le Premier ministre nigérien. Ces 2 journées ont été marquées par l'intensité des travaux et la densité des questions discutées. Aussi, je voudrais vous féliciter du fond du cœur pour la qualité du travail abattu dans un esprit de fraternité, d'apaisement et de responsabilité. La famille OHADA en ressort revigorée. Je voudrais aussi vous assurer que les résultats auxquels vous êtes parvenus, ainsi que vos résolutions, vont permettre le retour à un fonctionnement normal de notre organisation et de ses institutions. Mesdames et Messieurs les ministres, je n'en doute point, les discussions et les débats sur la base des critères objectifs ont prévalu dans le choix des juges de la CCJA. Je voudrais, avant de conclure, vous réitérer mes sincères remerciements au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et vous donner d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine session du Conseil des ministres de l'OHADA. Pour le bon fonctionnement du mécanisme judiciaire de l'organisation, le Premier ministre dresse ses conseils aux nouveaux 5 membres de la CCJA élus lors de cette session. Permettez-moi à ce stade d'adresser solennellement mes félicitations aux nouveaux élus et attirer leur attention sur l'importance de leur rôle dans la réalisation de la mission d'encadrement et de sécurisation juridique des échanges commerciaux. Je sais que vous mesurez l'ampleur de la tâche qui vous attend dans un contexte où le manque de prévisibilité dans l'issue des décisions constitue un facteur d'insécurité redouté, qui mine très souvent la confiance des investisseurs et des opérateurs économiques. Je me dois cependant
d'attirer l'attention des juges et rappeler qu'il est impératif qu'ils gardent constamment à l'esprit la dimension politique de l'OHADA et l'intérêt supérieur que constitue pour nos États la stabilité des secteurs commerciaux et économiques. Il reste évident que le rôle de la CCJA en tant que juge de cassation est d'appliquer le droit. Vous le savez plus que moi. Il ne s'agit pas de favoriser systématiquement les États en procès, mais de respecter le critère de proportionnalité, critère fondamental qui doit guider la Cour dans les condamnations qu'elle prononce. C'est une question de crédibilité. C'est à ce prix seulement que la confiance de tous pourra être garantie. Assurant la présidence des chefs d'État et la présidence des conseils des ministres des 19 pays membres que compte actuellement l'OHADA, le Niger, à travers ce chef de gouvernement, a rassuré les participants de l'application des conclusions de leurs travaux. Lecture de Saint-Coran ce matin dans la commune rurale de Hamdallah, c'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri. Il s'agit d'une initiative donc des ressortissants de cette commune en la mémoire d'un des érudits de cette commune du nom du Cheikh Nuhu Oumar. Il s'agit de la 42e édition de cette cérémonie donc de lecture de Saint-Coran. Je propose de suivre les temps forts de cette lecture de Saint-Coran avec nos envoyés spéciaux à Hamdallah, Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Ils proviennent des quatre horizons du pays, voire au-delà des frontières nationales, pour honorer cette 24e édition de la lecture du Saint-Coran à la mémoire de feu Cheikh Nuhu Oumar de Hamdallah, une initiative de la Zaouia Cheikh Nuhu, avec à sa tête El Hajj Hassan Nuhu, un des fils de cet érudit de l'islam, en l'honneur duquel est dédié depuis plus de 2 décennies ce rendez-vous religieux. C'est un chef religieux, c'est le chef de toute cette zone-là, donc il a beaucoup de disciples, c'est un leader de la confrérie Tidjaniya. Donc, beaucoup de gens vont profiter de cette lecture du Coran. En effet, ses disciples et ses enfants ont lu le Coran en entier plusieurs fois. On a regroupé les contributions. Outre ce que les fils du Cheikh Nuhu ont lu ici, qui est de 30 fois le Coran en entier, il y a d'autres qui ont amené des contributions. On a fait le total, ça s'élève à 230 fois le Coran en entier. Donc on a profité pour faire la répartition, donc, qui est de 4 ordres. Le premier ordre, donc, c'est pour le rayonnement du terroir, comme on l'avait dit précédemment. Le deuxième ordre, c'est pour les forces de défense et de sécurité. Le quatrième, c'est le pays. On a attribué 20 fois le Coran entier pour le pays, pour que la paix règne dans tout le pays. Et maintenant, le restant pour le chef et l'objectif duquel nous sommes ici. Au fil des ans, ce rendez-vous de Hamdallah connaît de plus en plus une forte fréquentation des cheikhs et oulémas ainsi que d'autres personnalités de Horan. Une situation qui a conduit les organisateurs à élargir les objectifs assignés à cette rencontre. C'est devenu une tradition pour nous dans le mois de Ramadan de faire cette lecture de Coran. Nous avons un objectif spécifique auparavant, donc, qui était donc pour le repos de l'âme de notre père, notre grand-père Cheikh Nuhu Oumar. Donc, chemin faisant, d'autres objectifs se sont greffés à cet objectif-là, qui sont donc la paix et la stabilité dans le pays, le rayonnement dans le terroir de Hamdallah et l'appui de Dieu aux forces de défense, de sécurité qui sont sur le terrain pour notre sécurité, et aussi au repos de l'âme des personnes avec lesquelles on a commencé ce événement depuis 25 ans, qui n'étaient plus dans ce monde. À l'image du Mouloud, cette cérémonie de lecture du Saint-Coran de Hamdallah, qui a lieu durant le mois béni du Ramadan, est en train d'inscrire son nom en lettres d'or dans le rendez-vous religieux de la communauté Tidjaniya du pays. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.